Avez-vous déjà entendu parler de K-means? Les K-means ou K-moyennes, c'est cette technique statistique qui vous permet de réaliser des segmentations. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Imaginez que vous êtes dans une équipe marketing d'une compagnie de télécommunications et vous souhaitez segmenter votre clientèle. Ça veut dire quoi? Vous voulez créer des groupes de clients qui se ressemblent à l'intérieur d'un groupe, c'est-à-dire des clients, par exemple, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de niveau de revenus, en termes de niveau d'éducation. Dans un groupe, on a uniquement des clients qui se ressemblent, ok? Et si on prend deux groupes différents, on aura des clients qui ont des caractéristiques complètement différentes. C'est exactement ce à quoi servent les K-means. Ça vous permet de créer ce qu'on appelle des groupes homogènes, c'est-à-dire qui se ressemblent à l'intérieur. Et à l'extérieur, on a des groupes hétérogènes. Et l'idée, c'est de proposer en fait des offres de services qui seront adaptées en fonction du groupe de la clientèle. Et c'est exactement à quoi peut vous servir les K-means. C'est cette technique qui va vous permettre de réaliser des segmentations efficaces pour votre entreprise. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 étapes clés à toujours mettre en place pour réaliser des clustering, des K-means de qualité. Et on va voir ensemble un exemple concret, pratique de A à Z avec le logiciel R. Comme je le disais en introduction, il y a exactement 5 étapes clés pour réaliser des K-means. Étape 0, c'est bien évidemment la définition de la problématique. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Qu'est-ce que vous souhaitez segmenter? Étape 0. Après avoir défini la problématique, la première étape dans les K-means va consister à décrire et analyser la qualité de vos données. Peu importe le travail statistique que vous devez mettre en place, il faut toujours vous assurer que les données sur lesquelles vous travaillez sont de très bonne qualité. Garbage in, garbage out. Si vous avez des données de mauvaise qualité, automatiquement, votre clustering sera de mauvaise qualité. Première étape, on analyse données manquantes, données aberrantes, valeurs extrêmes, les doublons. Une fois qu'on s'est assuré de la qualité de la donnée, on a compris la description de notre périmètre. La deuxième étape va consister à analyser la relation qui existe entre les différentes variables. Parce que avant de mettre en place des groupes d'individus qui se ressemblent à l'intérieur et qui sont différents à l'extérieur, il faut bien comprendre comment se comporte l'ensemble des variables de nos bases de données. Et à ce niveau-là, en fonction de la nature, il faut mettre en place des analyses pertinentes. Boxplot, test d'hypothèse, tout ça entre dans la deuxième étape, analyse descriptive, analyse bivariée de toutes les variables de la base de données. À l'étape 2 de votre analyse, vous aurez une idée de comment se comporte l'ensemble des variables sur le plan bivarié. Mais lorsqu'on met en place des K-means, on a souvent plusieurs variables. C'est la raison pour laquelle il faut passer à l'étape 3 qui va consister en fait à analyser les variables sur le plan multivarié, multidimensionnel via une ACP. L'objectif de l'ACP sera d'avoir une première idée des différents groupes que vous pouvez avoir. Moi, dans la pratique, j'utilise toujours l'ACP comme première phase, comme première idée de mon clustering. Parce qu'avec la projection sur le plan factoriel qu'on verra très bientôt, on a déjà les ressemblances et les différences qui existent entre les individus. Et cette notion est capitale lorsqu'on fait des K-means. Une fois qu'on a eu une première idée des groupes qu'on peut avoir, la 4e étape va consister à choisir le nombre de groupes pertinents. Ok? En général, il faut trouver le bon nombre de groupes qui assurent justement ce critère d'homogénéité à l'intérieur, c'est-à-dire des clients, des individus qui se ressemblent dans un groupe, et d'hétérogénéité, les clients qui sont différents si on prend deux groupes distincts. Une fois qu'on a choisi le bon nombre de groupes, avec méthode de courte, méthode de silhouette qu'on verra dans la pratique, la 5e étape va consister à interpréter les groupes et donner les noms métiers, business à tous les groupes qu'on a réalisés. Je résume 5 étapes clés. 0, on définit la problématique. Étape 1, on décrit les données, on analyse la qualité de la donnée. Étape 2, on va analyser la relation, la liaison, la corrélation qui existe entre toutes les variables.
Étape 3, on va mettre en place une ACP pour pouvoir avoir la première idée des groupes. Étape 4, on choisit un nombre de groupes pertinents. Et étape 5, on interprète les groupes qu'on a obtenus d'un point de vue métier. Maintenant, nous allons voir comment mettre en pratique toutes ces étapes en R. C'est parti. Pour réaliser ce travail de segmentation, nous allons utiliser une base de données disponible en ligne, la base de données Live, qui va contenir des informations collectées auprès de vendeurs sur Facebook en Thaïlande. Dans cette base de données, qu'est-ce qu'on a? On a le type de statut posté par le vendeur. Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est une vidéo? Nous avons également des métriques sur ces statuts comme le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de cœurs, etc. Vous avez ici l'ensemble des variables. Notre objectif dans cette vidéo sera de découvrir les modèles et les tendances dans les données qui peuvent nous aider à comprendre comment les utilisateurs de Facebook en Thaïlande interagissent avec les publications. On veut créer les groupes homogènes de publications en termes de réaction et les groupes hétérogènes. Ok, c'est ça notre objectif. Et pour ce faire, on va suivre les 5 étapes qui sont décrites juste ici. Analyse et traitement des données, analyse des relations multivariées, choix du nombre de groupes et interprétation des résultats. On commence tout de suite avec la première étape qui est l'analyse et le traitement des données. Pour analyser et traiter les données, il y a 4 points essentiels à toujours vérifier. Le premier point à vérifier, c'est tout ce qui va être lié à la transformation des données, c'est-à-dire vous importez votre base de données, il y a les types de variables qui ne sont pas bons, il y a plusieurs éléments à changer, c'est le premier point à regarder. Deuxième point, analyse des valeurs manquantes. Troisième point, traitement des données aberrantes. Et quatrième point, description des données. On commence avec le premier point qui est la transformation. Ici, on va importer notre base de données qui est stockée dans ce chemin. Ok. La base de données, c'est chemin live.csv. Donc, si j'exécute ça, j'aurai uniquement l'importation de la base de données. Et le premier réflexe, quand on importe une base de données, c'est de regarder rapidement les premières lignes, par exemple. Ici, on voit l'identifiant, on voit la vidéo, la photo et le statut de publication avec l'ensemble des réactions sur la publication. Il faut également regarder la structure. Est-ce que l'ensemble des variables qui sont dans notre base de données ont un bon type? Est-ce que le type de la variable est bon? Pour ce faire, il y a la syntaxe XTR en R, base publication, j'exécute. Et là, on a l'ensemble des types. Qu'est-ce que j'observe? C'est que l'ensemble des types, nombre de likes, nombre de cœurs, c'est integer, c'est normal. Mais par contre, il y a des colonnes ici qui sont tout le temps manquantes. On va donc supprimer ces colonnes inutiles-là. C'est ce que ce code fait. Donc, select moins C de colonne 1 jusqu'à ceci. Ça permet de supprimer toutes les colonnes inutiles. Lorsqu'on a supprimé les colonnes inutiles ici, on a donc une base de données uniquement avec des variables pertinentes. La base de données est fiabilisée. On va donc faire un résumé rapide de cette base pour comprendre la moyenne, la médiane, les cas types avec la fonction summary en R qui va nous donner les moyennes, les médianes pour chaque variable. Là, c'est pas très lisible, on reviendra là-dessus pour interpréter. Donc, premier point, transformation de la donnée, c'est validé. Donc, on a transformé quoi? On a supprimé les colonnes inutiles dans le cadre de ce projet. Deuxième point dans la partie analyse et traitement de la donnée, c'est tout ce qui va être lié à l'analyse des données manquantes. Ici, on va calculer premièrement la proportion de valeurs manquantes par variable. Pour chaque variable de notre base de données, il faut comprendre combien on a de valeurs manquantes. C'est ce que cette fonction réalise. Ça permet d'avoir, si j'exécute ça, ici, pour chaque variable, le nombre de valeurs manquantes. On a de la chance, on a une base de données dans laquelle il n'y a pas de valeur manquante, c'est 0 partout. Dans la vraie vie, ce ne sera pas comme ça. Ça veut dire qu'au niveau de l'analyse des données manquantes, on est bon, on peut avancer.
Un package intéressant que je vais vous faire découvrir ici, c'est le package VIM qui va vous permettre en fait de visualiser rapidement les valeurs manquantes dans votre jeu de données. Ici, c'est l'installation de ce package. Si vous ne l'avez pas, cette ligne de code, on charge le package. Après avoir chargé le package, la fonction AGGR, on met notre base de données et les autres paramètres que vous voyez, c'est par exemple la couleur des valeurs présentes et la couleur des valeurs manquantes, par exemple. Ok. Ici, j'exécute ça pour voir les patterns qui apparaissent dans notre jeu de données. La fonction n'existe pas, c'est normal parce que je n'ai pas lancé ces deux lignes de code. Ici, j'exécute une fois de plus ceci, comme ça, CTRL, entrée. Vous voyez, on l'a. Ici à gauche, on fait le pattern. Quand c'est bleu, comme ça, vous voyez ici, c'est missing data. C'est vide en fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucune donnée manquante dans notre jeu de données. Sans aucune surprise. C'est ce qu'on avait déjà vu avec le tableau qu'on a créé juste ici. Ok. Les deux premières étapes de l'analyse, on a validé. On passe à la troisième et par ricochet, quatrième étape qui est l'analyse des outliers et la description des données. Donc, deux points essentiels. Il y a les variables qualitatives qu'il faut traiter différemment. Lorsque vous avez des variables qualitatives, il faut mettre en place des tableaux de proportion, des fréquences et des bar plots. Okay? C'est exactement ce qu'on fait ici pour la variable statut, qui est la seule variable qualitative qu'on a dans ce jeu de données. Donc, j'exécute ça. Vous allez voir ici. Table, ça nous donne en fait la répartition de la variable statut. Ceci. On aura la répartition. On voit les liens. Il y a 63 liens dans notre jeu de données. On a 4288 photos, 365 statuts et 2334 vidéos. Ici, on transforme le résultat précédent en data frame. Si vous voyez le data frame, les colonnes n'ont pas un bon nom. On va donc renommer ici l'ensemble des colonnes de notre data frame. Il faut que je prenne tout comme ça. Ça va générer une erreur, c'est normal. Il faut que je prenne tout. Et j'exécute ça. Vous voyez, on a maintenant un data frame renommé. Là, c'est le statut et là, c'est le nombre de contrats. Après avoir eu cela, on peut calculer la proportion. C'est quoi? La valeur divisée par la somme, tout simplement pour avoir la répartition. Et ici, avec ggplot, on met en place un graphique. Tout ce qu'il faut changer, c'est ça. Le reste des paramètres, c'est pas très important. J'exécute ça, qui nous donne. ggplot n'existe pas, c'est normal parce que je n'ai pas installé ggplot2. Et voilà, j'ai dans ça. On a le graphique suivant qui nous présente en fait la répartition. Qu'est-ce qu'on conclut? Dans la base de données que nous analysons, il y a 61% de photos, dont 6 publications sur 10 sont des photos. Ensuite, des vidéos, on a un peu moins de statuts, 1% de liens uniquement. Ok, là c'est pour la variable qualitative. En matière de variable quantitative, il y a deux graphiques à mettre en place. Le premier, c'est l'histogramme. Le second, c'est le boxplot. La fonction que j'ai créée ici vous permet de mettre en place l'histogramme pour toutes les variables de votre base de données. Donc ici, on va sélectionner les colonnes de variables quantitatives. Là, c'est la liste des variables quanti qui est disponible dans la base de données. Nombre de réactions, nombre de commentaires, nombre de partages, nombre de likes, nombre de love et autres. Puis, on va parcourir cette liste. Si la variable est numérique, ici, on va réaliser l'histogramme. Vous voyez, j'aime histogramme, c'est l'histogramme de la variable en question. Là, ok. Donc, si j'exécute ça, pour toutes les variables de ma base de données, j'aurai l'histogramme. Sur l'histogramme, qu'est-ce qu'on interprète en général? Il faut regarder si on a une distribution plutôt symétrique, plutôt centrée. Est-ce qu'il y a des valeurs SRM? Par exemple, ici, on voit que la plus grande majorité des réactions est inférieure à 1000. Le nombre de réactions, c'est inférieur à 1000 ici. Ce n'est pas symétrique. Il y a quelques valeurs qui sortent du lot. Ici, vous voyez, on voit déjà les valeurs SRM avec ça. On peut faire la même chose là avec le boxplot, ok? Au lieu de faire geom histogramme comme ici, on va faire un geom boxplot pour réaliser le boxplot sur l'ensemble des bases de données. Donc, j'exécute ça et j'ai mon graphique qui me permet de comprendre
les réactions. Sans surprise, on a exactement le même résultat que sur l'histogramme. Il y a énormément de valeurs extrêmes. On va creuser davantage pour comprendre d'où viennent cette variable. On peut faire ici un describe qui donne rapidement les moyennes, les cas types et autres caractéristiques de la base de données. Ok? Par exemple, si je prends la variable nombre de partages, on se rend compte en moyenne, les publications sont partagées 40 fois. On voit nombre de likes, en moyenne, on a 215 likes et la médiane est autour de 58. Ça montre davantage que nos données, en fait, il y a des valeurs qui sont trop extrêmes. Vous voyez, la médiane est très éloignée de la moyenne. 58 pour la médiane, ça veut dire quoi? 50% des publications ont moins de 58 likes et 50% des publications ont plus de 58 likes. Vous pouvez faire la même analyse pour toutes les autres variables. Une fois que j'ai compris la distribution de mes données, j'ai compris que c'est très disproportionné, il y a des valeurs extrêmes. Je passe à l'étape 2 de l'analyse qui est l'analyse des relations qui existent entre les différentes variables. Pour analyser les relations entre les variables, il faut prendre en compte la nature de vos données. Il y a 3 cas de figure. Premier cas, les 2 variables sont quantitatives. Ok? Lorsque les variables sont quantitatives, vous devez absolument mettre en place un pair plot et une heatmap de corrélation. C'est ce qu'on va commencer par faire ici. Le pair plot avec le package gggali. Ici, on prend la base de données sans la première variable. Et si je fais un plot de l'ensemble de ma base de données, j'aurai quelque chose qui n'est pas très lisible, mais que je recommande de faire dans la pratique. Ça permet de voir si on a déjà des relations linéaires entre l'ensemble des variables. Ok? Par exemple, ici, on voit qu'il y a quelques variables qui seront fortement corrélées, comme ici, vous voyez, là aussi. On voit aussi, c'est principalement ça que je vois. Ici, on a une relation linéaire. Pour confirmer ce que j'observe sur ce graphique, je vais mettre en place ce qu'on appelle la heatmap de corrélation qui permet de comprendre comment les variables évoluent entre elles. Heatmap de corrélation, vous avez la fonction ggplot que j'ai utilisée ici. Vous avez d'autres packages comme coreplot. Ce n'est pas le plus important. On va mettre ici en place la heatmap de corrélation. Ici, c'est le calcul de la matrice de corrélation. Là, c'est la mise en place de la heatmap de corrélation. Ok, si j'exécute tout ça, on aura notre heatmap de corrélation qu'on pourra prendre le temps d'analyser. En termes d'analyse, qu'est-ce que j'observe sur la heatmap? J'observe que le nombre de partages, par exemple, ici, est fortement corrélé au nombre de cœurs. Ça veut dire que les publications qu'on va souvent adorer, on aura tendance à les partager. Plus le nombre de cœurs augmente, plus le nombre de partages augmente également. On est d'accord, c'est assez intuitif. Lorsqu'on adore une publication, on peut avoir le réflexe de partager cette publication. Ok? De la même manière, je me rends compte que lorsque il y a une forte relation entre le nombre de réactions et le nombre de likes, la plupart du temps en tout cas, plus le nombre de likes augmente, on a également un nombre de réactions important. Bon, je peux dire, c'est normal, les 2 variables même sont presque identiques. Nombre de réactions et nombre de likes. En matière de nombre de likes aussi, bon, c'est la même relation qu'on a ici. Ce sont les 2 principales conclusions que je tire de cette matrice. Donc, les publications qu'on aime souvent partager, ce sont des publications qui ont des cœurs. Nombre de réactions et nombre de likes, c'est presque identique parce qu'on a une corrélation proche de 1. Ok? Ça, c'est le cas des variables quantitatives. Dans cette base, on a la variable statut, photo, vidéo. Est-ce que la réaction sur les photos est la même que la réaction sur les vidéos ou encore sur les liens? Quelle est la nature de la relation entre ces 2 variables? C'est ce qu'on fait ici sur l'analyse de la relation entre la variable qualitative qui est le type de statut et l'ensemble des variables quantitatives. À ce niveau, il faut mettre en place des boxplots bivariés et réaliser les tests statistiques comme Wilcoxon, Troskal-Wallis, ANOVA, Student, Welsh. Il y a une vidéo qui s'affiche juste là pour parler des tests statistiques. Ici, c'est la fonction qui vous permet en fait automatiquement de parcourir l'ensemble de vos variables quantitatives et analyser et faire le boxplot
entre cette variable qualitative ici et le type de statut. Ok, tout ça, c'est le code qui réalise le boxplot. J'exécute ça, vous allez voir, ça va réaliser cela pour toutes les variables. On va prendre juste un graphique qui peut être interprétable pour l'interpréter. On peut prendre ce graphique par exemple. Qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? Ça, c'est la relation entre le nombre de réactions et le type de statut. On observe qu'en moyenne, les statuts, il y a plus de réactions sur les statuts. On a plus de réactions aussi sur des vidéos comparé aux photos. Donc, on a plus de réactions sur les vidéos comparativement aux photos. Les liens, il y a moins de commentaires, il y a moins de réactions sur les liens. C'est ce qu'on observe sur ce graphique. Vous voyez qu'il y a des profils de publications qui se dégagent. On voit ici le nombre de likes qui est très proche du nombre de réactions. C'est pareil, beaucoup plus de réactions sur les statuts, un peu de réactions sur les vidéos, et un peu moins sur les liens. Il y a quand même des publications qui sortent du lot. Ce serait intéressant d'aller analyser quel était ce type de publication. Et là, on a le nombre de cœurs. On observe ici que les vidéos, ce sont des publications sur lesquelles on a le plus de cœurs. Pourquoi? Parce que lorsque une personne fait une vidéo, il y a de l'émotion, il y a le visuel, il y a tellement de choses. Et ça qui fait en sorte qu'on adore majoritairement les vidéos comparativement aux autres publications. Voilà quelques insights que moi j'utilise de ces analyses. 2 points clés. Réaction et like très corrélés. On a vu qu'en général, lorsqu'on adore une publication, on a tendance à partager cette publication. Et en plus, les vidéos sont les publications qui ont tendance à être le plus adorées. Ok? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les liens qu'on vient d'observer sont statistiquement significatifs? Est-ce que statistiquement, le nombre de cœurs est plus élevé sur les vidéos comparativement aux autres types de publications? Pour répondre à cette question, on va mettre en place ici un test de Kruskal-Wallis sur l'ensemble, ou Wilcoxon, parce qu'ici c'est 2 modalités, entre l'ensemble des variables quantitatives et le type de statut. Ok, donc ça réalise le test de Wilcoxon, de Kruskal-Wallis entre toutes les variables et le type de statistique. On conserve ici la statistique de test et la p-valeur. Ok, et on a le résultat sous forme de data frame. J'exécute ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? C'est que l'ensemble des résultats sont statistiquement significatifs. On peut donc conclure que sur le graphique ici, les vidéos ont plus de cœurs que d'autres. Est-ce qu'on peut déjà tirer une segmentation à ce niveau? Ce n'est pas sûr. C'est la raison pour laquelle il faut passer à la 3e étape qui va consister à analyser vos données sur le plan multivarié. L'analyse multivariée des données va consister à mettre en place l'ACP. Vous souhaitez mettre en place l'ACP en pratique, regardez la vidéo qui s'affiche juste ici en R. Mais ce qui est important ici, ce sont les 2 points clés à toujours regarder. Le choix du nombre d'axes factoriels et l'interprétation de ces axes-là. En termes de choix du nombre d'axes factoriels, il y a une approche, il y a un package Factominer, qui est un package très intéressant qui automatise en fait ce travail sur l'ACP. Donc ici, on va charger le package Factominer. On va récupérer uniquement les variables quantitatives. Et là, on va normaliser notre jeu de données. Pourquoi normaliser? C'est pour éviter en fait les effets taille en ACP. Ici, PCA, je mets ma base de données normalisée. Et là, cette fonction du package Factominer permet d'avoir le graphique qui permet de déterminer en fait le nombre d'axes factoriels. J'exécute ça. Voilà. Avec la règle de Courte, on peut voir que il y a un coude qui apparaît juste là. Ok. Ici, c'est quoi? C'est la pourcentage de variance expliquée en fonction du nombre de dimensions. On peut donc choisir ici 3 dimensions parce qu'il y a un coude juste ici. Donc, on choisit 3 dimensions qui va expliquer 70% de l'inertie totale. Donc, on va interpréter les 3 premiers axes factoriels. On projette l'ensemble de nos variables sur les axes factoriels. Ici, mon ACP,
je vais vérifier la contribution et le cosinus carré. J'exécute ça. Donc, c'est la fonction qui permet de représenter en fait les deux premiers axes factoriels en l'occurrence. Et on peut voir les variables qui sont bien représentées ou mal représentées. Si je regarde ici, plus une variable est proche du bord du cercle, plus cette variable est bien représentée. Vous voyez ici, le nombre de likes et le nombre de réactions sont très proches. C'est exactement ce qu'on a vu en fait dans les calculs de corrélation. On avait vu qu'il y avait une corrélation de presque 99% entre le nombre de likes et le nombre de réactions. C'est exactement ce qu'on observe aussi ici. Ok? Si on regarde ici de ce côté, on voit que le nombre de partages et le nombre de cœurs sont trop proches. On voit déjà que c'est ce qu'on avait déjà vu en fait sur la partie analyse bivariée. C'est pour ça que c'est important de mettre en place des analyses bivariées qui vous permettent d'avoir des premières interprétations que vous allez revoir ici. Avec ceci, je peux déjà créer deux groupes en fait de publications. Il y a ceux qui auront énormément de likes et qui auront par conséquent énormément de réactions juste ici. On aura un autre groupe juste ici qui seront énormément partagés et dont les membres vont adorer le contenu. Voilà déjà deux groupes que j'arrive à isoler grâce à mon ACP et peut-être un groupe qui sera au centre là, même si ce n'est pas bien représenté. Voilà, donc l'ACP m'a permis d'avoir une première idée. Je vois deux groupes. Un premier groupe où on aura des publications qui sont énormément likées, donc avec beaucoup de réactions. Un autre groupe de publications qui seront souvent commentées. Oui, on a les commentaires, on a les partages, on a les cœurs. Donc, il y aura ce groupe aussi et peut-être un groupe au milieu. Je vois déjà trois groupes qui se dégagent de cet ACP. Pour valider ce groupe, je vais maintenant passer à l'étape 4 qui va consister à mettre en place les k-means et choisir le nombre de groupes pertinents. L'étape 4 de l'analyse consiste à déterminer le nombre de clusters pertinents. Dans les analyses précédentes, dans l'ACP, on a vu qu'on pouvait avoir trois groupes. Un groupe avec les publications qu'on like et sur lesquelles il y a beaucoup de réactions. Un autre groupe qu'on va souvent commenter, on va adorer et qu'on va partager. Moi, j'ai mon intuition dit que ce sont des vidéos. On verra ça plus tard. Et pour déterminer le nombre de groupes efficaces dans les k-means, il y a deux approches. L'approche, la méthode du coude et la méthode du silhouette. On va mettre en place les deux approches et on va voir les différences. En termes de package, vous avez le package Facto Extra et le package Cluster pour mettre en place les k-means. Donc, j'exécute ça pour charger les packages. Première méthode, la méthode du coude. En quoi ça consiste? En fait, l'idée de base derrière la méthode de partitionnement de clusters, tels que les k-means, est de définir les clusters qui vont minimiser la variance intra-cluster. En gros, la variance entre les clusters doit être, à l'intérieur des clusters, doit être minimale. Donc, au sein des groupes, on doit avoir des individus, des publications qui se ressemblent. La variance intra-cluster doit être minimale. Ça veut dire que au sein des groupes, on doit avoir des publications qui se ressemblent. Cette variation est connue sous le nom de variation totale intra-cluster ou somme totale des carrés intra-cluster WSS. Vous avez la formule ici, ce n'est pas nécessaire. Mais la méthode, elle est simple. Il y a les 4 étapes ici. Comment ça marche? On va commencer par appliquer notre algorithme de clustering avec plusieurs nombres de clusters différents, 1 jusqu'à 10. Ensuite, on va calculer cette variance intra-cluster et on va tracer le coude un peu comme un ACP. Et l'objectif, c'est d'identifier l'emplacement d'un coude sur le graphique considéré. Vous avez le lien que j'ai mis juste ici qui vous détaille vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur l'approche. Je partage cela avec vous. Dans ce lien, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser les clusters. Juste là, vous voyez, il y a Elbow, c'est la méthode du coude, le score de silhouette et Gap statistique. Vous avez toutes les méthodes sur ce groupe ici. Une fois qu'on a défini l'approche, on va donc mettre en place cette fonction qui permet de déterminer le nombre de clusters optimal, qui est juste là. Ok. Donc là, je mets ma base de données normalisée.
Pourquoi la normalisation? J'ai mis en place la normalisation tout simplement parce que les méthodes de clustering sont basées sur des distances. Si vous avez des variables qui ont des unités très différentes, ça peut avoir un biais sur les calculs des distances. Raison pour laquelle il faut toujours normaliser votre base de données avant de mettre en place ici la méthode, les k-means, WSS, la variance intra-cluster qui doit être la plus faible possible parce qu'on veut des individus qui se ressemblent. Et là, si j'exécute tout ça, vous aurez le graphique juste là qui va s'afficher avec un code pour le choix du cluster optimal. Pendant que ça tourne, rappelez-vous bien, lorsqu'on met en place une méthode des k-means, on doit normaliser les données parce que c'est basé sur des distances. Ok? Automatiquement, l'approche que j'ai mis en place juste ici me permet d'avoir le nombre de clusters optimal. Il y a un code ici. Ok? Le nombre de clusters optimal, il est de 4. Donc ici, on risque d'avoir 4 groupes de publications dans notre analyse. Ok? On va mettre en place une deuxième approche pour pouvoir challenger la règle du code qu'on vient d'analyser ensemble. La deuxième approche, c'est la méthode de silhouette. En quoi ça consiste? En fait, la méthode de silhouette consiste à déterminer à quel point chaque objet est bien intégré dans son cluster, à quel point chaque publication est bien positionnée dans son cluster. L'idée, c'est de calculer la largeur de la silhouette. Plus c'est élevé, plus le clustering est pertinent. Donc, pareil, vous avez la documentation ici. Donc, on va choisir le nombre K qui va maximiser la silhouette moyenne sur une plage de valeurs données. Donc, on va mettre en place plusieurs k-means. On va choisir le K qui va maximiser la silhouette. Sur le code, on veut minimiser la variance intra. Sur la méthode du silhouette, on veut maximiser la silhouette moyenne. Et là, vous avez ce package qui vous permet de faire justement cette méthode. Donc là, c'est la fonction qui va permettre en fait, on va mettre en place plusieurs k-means. OK. Après avoir mis en place plusieurs k-means, on va calculer la silhouette. Et K va aller de 2 à 15. C'est le choix que j'ai fait ici. Sur la méthode du code, on allait de 1 à 10. Ici, on va aller de 2 à 15. Ici, on va extraire les k-means pour tous les cas qui ont été choisis ici. Et enfin, on va donc faire le graphique pour chaque valeur de K, la silhouette moyenne obtenue. Ici, j'exécute ça. Vous aurez le résultat de la méthode obtenue via les scores de silhouette. L'objectif, c'est étant de choisir le groupe qui va maximiser les scores de silhouette. OK. Et avec cette technique ici, vous voyez que la méthode, le nombre de clusters qui maximise le score de silhouette, c'est de 2. On vient d'avoir deux approches qui se concrétisent plus ou moins. La règle du code qui nous recommande d'utiliser 4 clusters et la méthode de silhouette qui nous recommande d'utiliser 2 clusters. On a le nombre de clusters entre 2 et 4. On va tester en fait plusieurs segmentations. Donc déjà ici, on va fixer la graine pour m'assurer qu'à chaque fois que je vais réaliser en fait les k-means, on aura exactement le même résultat. Ici, on prend la base de données normalisée. On choisit ici le nombre de k-means. Ici, ça c'est le nombre en fait de groupes qu'on doit regrouper. On a pris 25 nombres d'individus dans un groupe par défaut. J'exécute ça et on vient de mettre en place les k-means. On peut mettre en place ce graphique qui vous donne à quoi ressemblent en fait les clusters. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait qu'ici, il y a le groupe 4 qui est bien isolé. Le groupe 1 ici qui est quand même bien isolé. Mais par contre, il y a un chevauchement entre le groupe 2 et le groupe 3. Étant donné qu'il y a ce chevauchement, je vais tester plusieurs autres clusters pour voir s'il n'y a pas une autre segmentation qui améliore en fait la segmentation. C'est la raison pour laquelle ici, je mets en place plusieurs autres classes k-means, k égale à 2, k égale à 3 et k égale à 5. Et là, je représente graphiquement en fait l'ensemble des clusters sur les plans factoriels. OK? Et en exécutant sur ce graphique, vous avez les différents cas. OK? K égale à 2,
je trouve que c'est très segmenté. Donc, je vais abandonner l'idée de choisir uniquement 2 clusters. K égale à 5 ici. Il y a encore plus de chevauchement. On veut qu'à l'intérieur, on ait des clients qui se ressemblent et à l'extérieur, des clients qui sont différents. Par contre, ici, avec 5, vous voyez que le groupe 4 et le groupe 5 chevauchent énormément. Les 2 candidats idéaux ici, on a le groupe K3 ici et le groupe 4 juste là. Ok? Donc, on va donc interpréter les résultats sur la base des groupes 3 et les groupes 4. Voilà la 4e étape qui est le choix du nombre de clusters. On va rester sur 3 ou 4 clusters et en fonction de l'interprétation qu'on aura, on va valider les clusters d'un point de vue métier. Un point important à toujours garder en tête sur les K-means, c'est que dans la pratique, c'est pas nécessaire d'avoir plus de 6 clusters. Au-delà de 6 clusters, ce n'est plus interprétable, ce n'est plus pratique. Cherchez toujours à avoir entre 3, 4, 5, allez maximum 6 clusters lorsque vous mettez en place des K-means. Maintenant, on va passer à l'étape 5 qui est l'interprétation des résultats. Pour interpréter vos résultats, ici on a choisi 3 et 4. On va commencer par interpréter le cluster avec 4 segmentations. Okay? Pour l'interprétation, je recommande toujours déjà, premier point, d'affecter à chaque groupe son cluster. Donc ici, on reprend les résultats de K-means et on récupère le cluster. Ça vous donne en fait pour chaque individu à quel cluster il appartient. Et on va rajouter ça dans notre base de publication. À chaque individu, on a le cluster. Juste là, j'exécute. OK. Une fois qu'on a le cluster de l'individu, notre objectif est de comprendre quelle est la relation entre ces clusters et toutes les autres variables. Est-ce qu'il y a une variable qui explique le mieux un cluster donné? C'est la raison pour laquelle je vous recommande de mettre en place des box plots sur toutes les variables par groupe. Si j'exécute ceci, vous allez voir. Donc ça, c'est le code qui met en place pour chaque groupe les box plots nécessaires. Par exemple, ici, pour chaque variable, en fait, les box plots par groupe. Si on prend ceci, ce premier box plot, juste là, c'est le nombre de réactions. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans le groupe 4, on a énormément de réactions. Dans le groupe 3 également. Donc les groupes 1 et les groupes 3 sont les groupes où on a le moins de réactions possible. Ok. Groupe 2 et groupe 3, 4, on a beaucoup de réactions. Premier point. Si on regarde ici le nombre de commentaires, on se rend compte que dans le groupe 3, on a énormément de commentaires. Vous vous rappelez, sur l'ACP, on avait un groupe avec beaucoup de cœurs, beaucoup de partages et beaucoup de commentaires. Peut-être le groupe 3, ça c'est mon hypothèse. On a énormément de commentaires sur le groupe 3 comparativement au groupe 1, groupe 4. Groupe 1, groupe 4, groupe 2, groupe 4, en fait, c'était plus des réactions, mais il n'y a pas de commentaires dans le groupe 4. Si on regarde ici le nombre de partages, on voit que le groupe 2 est énormément partagé. Et ensuite, le groupe 3. Si on regarde juste là, le nombre de likes, groupe 4, énormément liké, c'est normal. Il y avait beaucoup de réactions également dans ce groupe. Ici, qu'est-ce qu'on a? Groupe 2, il y a énormément de cœurs. Groupe 2, il y a beaucoup de cœurs, beaucoup de likes. C'est ce qu'on a, ok? Et enfin, juste on peut regarder ça aussi. Groupe 2, il y a beaucoup de réactions. Le souris, beaucoup dans le groupe 2. On a aussi beaucoup commenté. Et le nombre de tristesse, c'est pas très différenciant. Le nombre de réactions fâchées n'est pas très différenciant. Encore que on a dans le groupe 2 et dans le groupe 3. Maintenant, on peut donc voir la répartition de type de publication par cluster. Qu'est-ce qu'on observe ici? Je vais plutôt faire ce graphique pour que vous voyez. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que dans le groupe 2, on a une surreprésentation de vidéos. Ça ne m'étonne pas. On avait vu que dans le groupe 2, on avait beaucoup de cœurs, on avait beaucoup de partages. Okay? Dans le groupe 3 également, il y a énormément de vidéos. Dans le groupe 2 et groupe 3, je vais dire c'est le groupe de vidéos qu'on va adorer, qu'on va partager en général. C'est l'interprétation que j'ai. Le groupe 1, c'est le groupe avec beaucoup de photos. Le groupe 4, il y a ici beaucoup de photos dans le groupe 4.
à voir. Donc, la segmentation en 4, c'est un peu difficile à conclure. Je conclue tout simplement que groupe 2, groupe 3, il y a beaucoup de vidéos qu'on partage, qu'on adore. Groupe 1, c'est un groupe avec beaucoup de photos, comme le groupe 4. Voyons voir la segmentation en 3 clusters avant de finaliser. Là, j'affecte les clusters 3 à ma base de données. Là, c'est l'analyse en fait de l'ensemble des variables. Si on regarde par exemple ici les commentaires, groupe 2 et nombre de commentaires. Là, c'est plus différenciant, je trouve. C'est plus différenciant. On peut regarder quoi? Réaction groupe 3, ça doit être des photos. Tac. Les likes, groupe 3. Voilà. Et le groupe 2, groupe avec beaucoup de commentaires. On peut faire la même analyse, tac, ici. La répartition par groupe. Qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, dans le groupe 2, c'est le groupe des vidéos. Donc, moi, je donnerai la segmentation en 3 catégories. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? En fait, ici, on voit qu'il y a 3 clusters. Le premier groupe qui se démarque, c'est le groupe des publications dans lesquelles on aura majoritairement des vidéos qui vont souvent attirer des cœurs, des réactions avec des émotions. Ça, c'est le groupe 2. Le groupe 1, c'est un groupe où on a majoritairement des photos, mais par contre, il n'y a pas énormément de réactions dans le groupe 1. Si on revient par exemple ici sur les analyses, vous allez vous rendre compte qu'en termes de réaction, le groupe 1, c'est le groupe où on a souvent le moins de réactions. Peut-être c'est le groupe de publication qui ne suscite pas trop d'intérêt. Le groupe 3, c'est un groupe de publication qui va intéresser. On aura principalement des likes en fait et des réactions. Groupe 2, c'est vraiment des publications qu'on va adorer. Ce qui serait intéressant pour compléter cette analyse, c'est de comprendre exactement le contenu de ces publications-là pour avoir vraiment un nom à des publications, pour savoir si je veux partager sur les réseaux sociaux, quelles sont les publications qu'on va adorer. Je comprends que ce sont des vidéos. Et maintenant, quel était le contenu de cette vidéo-là? À quoi ça ressemble? Le groupe 1, c'est le groupe de publications sur lesquelles on n'interagit pas. Il faut creuser encore plus pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'interagissait pas sur ces publications. C'était quel type? C'était quoi le contenu? C'était quoi le message? Avec ça, on aura une bonne segmentation qui va permettre en fait de comprendre l'ensemble de la base de données. Je résume 3 groupes. Groupe 2, les publications qu'on va adorer, on va réagir avec des émotions, on va partager, on va commenter. Groupe 3, on va réagir, mais pas avec beaucoup d'émotions. Ce sera principalement des likes, ce sera principalement des réactions, juste des likes. Le groupe 1, c'est les groupes, on va dire les publications bof. Je vais dire publications bof, publications qu'on adore, publications normales, on va dire ça, qui suscitent de l'intérêt quand même. Voilà mes 3 groupes. Comment vous aurez nommé ces 3 groupes? Moi, j'ai dit ici, publication bof, publication qu'on adore, publication qui suscitent de l'intérêt ici. Dites-moi le nom de vos 3 groupes et voilà les 5 étapes essentielles pour pouvoir réaliser les K-means en R. Je reprends les 5 étapes. On décrit la donnée, on analyse la donnée, on crée des données. Étape 2, on analyse les relations entre les variables. Étape 3, on met en place une ACP pour avoir une première idée des groupes. Étape 4, on choisit les groupes avec 2 approches, règle du goutte ou encore score de silhouette. Étape 5, on va interpréter ces groupes. Nous sommes à la fin de cette vidéo et si vous souhaitez comprendre les K-means d'un point de vue théorique, regardez cette vidéo. Si vous souhaitez mettre en pratique les K-means en Python, regardez cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!